Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Mémorial de la Shoah. Pour ouvrir cette nouvelle saison de rencontres à l'auditorium, nous avons l'immense plaisir et la grande joie d'accueillir Gaël Faye à l'occasion de la publication chez Grasset de son nouveau roman Jacaranda. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la rentrée littéraire, mais également dans le sillage d'un grand cycle de rencontres que nous avons organisé au printemps dernier pour commémorer le 30e anniversaire du génocide des Tutsis, durant lequel 1 million d'hommes, de femmes et d'enfants, soit les 3/4 de la population Tutsi, ont été exterminés entre avril et juillet 1994. Comme le dit avec justesse Eusébie, qui est un des personnages de Jacaranda et qui est rescapé du génocide, je la cite, « Il faut se souvenir que les Tutsis ont été tués non pas pour ce qu'ils pensaient ou ce qu'ils faisaient, mais pour ce qu'ils étaient. » Gaël, vous avez participé à ce cycle avec Marzena Sova et Sylvain Savoya à l'occasion de la publication de la très belle adaptation en bande dessinée de votre premier roman Petit Pays. Et je vous remercie chaleureusement d'avoir accepté cette nouvelle invitation. Je voudrais saluer l'équipe de Grasset présente parmi nous aujourd'hui, en particulier votre éditrice, Juliette Jost. Et je voudrais également saluer Catherine Nabokov, qui je pense est parmi nous aujourd'hui, qui a contribué à la publication de cet ouvrage. Alors nous savons, et particulièrement au Mémorial, combien il est important d'étudier en détail le déroulement d'un génocide, ses tenants et aboutissants, de mettre à jour la mécanique qui a conduit à l'extermination d'un peuple ou d'une population. À lire Jacaranda, on comprend également qu'il est essentiel de savoir ce qu'il s'est joué après, ce qu'il se joue actuellement dans un pays, le Rwanda, où 70% de la population est née après 1994 et où les rescapés sont contraints de vivre à côté des tueurs. À travers le regard de Milan, le personnage principal du livre que nous suivons sur 30 ans, de l'adolescence à l'âge adulte, à travers ses relations avec sa famille et ses amis, des termes rassurants, des termes porteurs d'histoire qu'on entend régulièrement quand on parle du Rwanda, des termes comme la réconciliation, le pardon, le vivre ensemble, eh bien, ces termes prennent une autre dimension et nous invitent à la réflexion. Que signifient concrètement ces termes, ces mots un peu incantatoires pour des hommes et des femmes sommés de reconstruire un pays et une société dévastée par le génocide? Jacaranda explore aussi la dimension humaine, familiale de l'expérience génocidaire en posant les questions de la transmission et de l'héritage. Comment parler du génocide à des enfants, à des jeunes nés après 1994? Comment hérite-t-on d'un génocide? Voilà quelques fils, parmi d'autres, que nous avons envie de tirer et de tisser après la lecture de Jacaranda. Et je vais bien entendu laisser le soin à Nathalie Crom, qui nous fait le plaisir d'être parmi nous aujourd'hui, qui a écrit un très bon papier sur le livre dans Télérama, où vous travaillez, de creuser votre propre chemin pour mener cet entretien. À son issue, d'ici 1 heure, vous aurez la possibilité de poser des questions à Gaël Faye, de vous procurer le livre si vous ne l'avez pas déjà, et de le faire signer par son auteur. Voilà, je vous souhaite une excellente après-midi. Merci. Merci beaucoup, Julia. C'est vrai que toute cette introduction dit, Gaël, la richesse de ce livre, de ce roman. Votre deuxième roman, effectivement, dans lequel vous revenez sur le génocide des Tutsis, il y a 30 ans. Vous inscrivez ce génocide dans une histoire longue et vous incarnez cette histoire dans des personnages. Des personnages qui font vivre au lecteur les choses d'une façon différente de celle qu'on peut avoir quand on lit un livre d'histoire ou un essai. Peut-être pour commencer, Gaël Faye, parler du succès de ce livre et de, je ne sais pas si vous l'analysez, mais
C'est vrai que c'est un livre qui n'est pas que difficile, mais qui est fondamentalement difficile, qui raconte des faits extrêmement douloureux. Comment expliquez-vous cet intérêt qui fait que Jacaranda, effectivement, de tous les livres de la rentrée, est sans doute l'un des plus remarqués et assurément l'un de ceux qui marche le mieux en librairie. Vraiment, bonsoir, merci d'être là. C'est très impressionnant. Je suis d'accord. De se dire que je suis au mémorial de la Shoah et que pendant 1 heure, on va discuter autour de ce roman. Je ne sais pas. J'étais encore dans ma chambre récemment pour terminer ce texte. J'ai l'impression d'avoir poussé la porte et que vous êtes là. Et donc, je ne sais pas l'analyser. Je ne sais pas du tout. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas ce que vous faites là. Commençons à parler du livre, peut-être de la genèse de ce livre. Est-ce que ce livre est porté par un narrateur? Il s'appelle Milan. Quand je vous avais rencontré pendant l'été pour préparer cet article dans le magazine où je travaille, vous aviez envisagé ce narrateur comme étant éventuellement une hypothèse de vous-même, quelqu'un qui aurait pu être vous-même. Donc Milan, le narrateur de Jacaranda, est un jeune garçon au début du livre qui vit en France. Il est franco-rwandais, mais il le sait à peine qu'il est franco-rwandais. Du Rwanda, il n'est jamais question dans sa vie. Et le Rwanda va, je ne sais pas si on peut dire, le rattraper, en tout cas, va s'imposer dans sa vie. Ce personnage du Milan n'est pourtant pas totalement à l'origine de Jacaranda. C'est un autre personnage du livre, me disiez-vous, qui s'est imposé à vous. Oui, après le roman Petit Pays, j'ai commencé à me questionner sur ce que je voulais écrire et mon ego me disait d'écrire sur autre chose que la région des Grands Lacs d'Afrique pour prouver au monde que je savais parler d'autre chose, parce que aussi c'est des choses que l'on entend parfois, mais est-ce qu'un jour tu vas écrire sur autre chose? On me le disait déjà dans la musique lorsque j'ai sorti mon premier album. Et donc je crois qu'inconsciemment, ça a fini par se déposer en moi. Et j'avais pas saisi le fait qu'on pose jamais cette question à un Américain ou un Français d'écrire sur autre chose que pas l'Amérique ou la France. Donc j'avais pas saisi ça tout de suite. Donc je suis allé voir ailleurs si j'y étais. Et il y avait ce personnage de Petit Pays, donc Tante Sébi, qui est le seul personnage dont on ne connaît pas le destin à la fin de l'histoire. Et j'étais assez mal à l'aise avec ce personnage parce que j'avais l'impression de l'avoir utilisé à mes propres fins d'écrivain, d'auteur. Et Sébi, elle ressemble à des femmes que je côtoie. Et donc, ce n'est pas qu'un personnage de fiction. Pour moi, elle symbolise beaucoup plus que ça. Donc, j'ai écrit des scénettes, comme je fais souvent. Des scénettes pour prendre des nouvelles de Sébi. Je voulais savoir ce qu'elle devenait, comment elle avait traversé cet événement du génocide des Tutsis. Je voulais savoir ce qu'elle était devenue. Et donc, plus j'écrivais des scénettes qui n'étaient pas du tout un projet de roman, qui étaient simplement des nouvelles, des discussions que j'avais avec elle. Et plus j'écrivais, plus un monde autour d'elle commençait à surgir. Par exemple, cet enfant, Stella. Et Stella m'a fait penser à beaucoup de ces jeunes gens que je croise à Kigali, qui sont nés après, et avec qui je discute. Et donc, j'ai commencé à injecter dans Stella des interrogations de cette génération. Et peu à peu, s'est dessiné un paysage qui m'a semblé porter en lui
les germes d'un roman, d'autant plus qu'on s'acheminait voilà, sur la 30e commémoration du génocide des Tutsis. Et donc, 30 ans, ça voulait dire une génération. Et qu'est-ce qui s'était passé depuis 30 ans? Et il y avait depuis longtemps en moi aussi le désir de faire discuter des générations, notamment une arrière-grand-mère que j'ai eu la chance de connaître lorsque j'étais petit au Burundi, qui, comme dans le roman, s'appelle Rosalie et qui est décédée lorsque j'avais 10-11 ans. Donc j'ai vraiment eu le temps de la connaître. Et elle était centenaire également, donc elle parlait d'un Rwanda d'avant la carte d'identité ethnique. Et j'ai aussi le privilège de voir mes propres enfants grandir au Rwanda aujourd'hui. Et elle ne se pose jamais la question ethnique comme ma génération ou celle de ma mère ou de ma grand-mère. Et donc, je me disais qu'un roman, ça pourrait être intéressant pour faire dialoguer ces deux générations, d'où les discussions et le lien qui existe aussi dans le roman entre Rosalie et Stella. Voilà. Et ensuite, à partir de là, m'est apparu la triste réalité, c'est qu'entre ces deux générations, il y a eu nos générations, donc celle de ma grand-mère, de ma mère et la mienne, qui nous avons vécu dans la grille de lecture ethnique de cette région. Et elle nous a formaté totalement. Et donc, voilà, l'histoire était posée d'une certaine façon, et donc j'ai abandonné l'autre roman, j'ai poursuivi sur celui-ci. Vous avez poursuivi à quel moment avez-vous décidé, ou le jeu, la narration à la première personne, à travers ce narrateur, Milan, à quel moment ce jeu s'est-il imposé? Ça aurait pu être un roman à la troisième personne. Voilà, vous avez préféré, je ne sais pas si c'est le mot juste, peut-être que ça s'est imposé à vous, l'incarner à travers une voix qui raconte l'histoire. Oui, c'est vrai que le narrateur, me concernant, c'est la grande difficulté. J'avais eu les mêmes questionnements pour Petit Pays, donc là c'était la grande difficulté. J'ai tourné en rond pendant plusieurs mois pour savoir à partir d'où je devais parler. J'ai eu pendant quelque temps le désir de parler depuis la situation de Stella. Et plus je faisais des entretiens avec des jeunes gens au Rwanda, et plus je me rendais compte que s'il y avait une histoire à raconter depuis leur point de vue, c'était à eux de le faire. Je sentais que j'avais un privilège, c'était d'avoir vu aussi le Rwanda au lendemain du génocide. La première fois où je me rends au Rwanda, c'est quelques semaines après le génocide, et j'ai vu le pays se relever, se reconstruire. Enfin, j'ai assisté à cette... à ce pays à cette nouvelle nation. En fait, c'est un nouveau pays, c'est même pas un pays qui se reconstruit, c'est un nouveau pays qui naît, parce que c'est 94, c'est une année zéro. Et donc, je me suis dit qu'il fallait aussi profiter de cette place. J'étais trop petit pour être un acteur à ce moment-là. J'ai été témoin de choses, mais j'avais une place, un regard. J'étais comme un trait d'union entre les parents qui, eux, avaient été acteurs de cette situation, et cette nouvelle génération qui vivait maintenant qui pouvait d'une certaine façon jouir de cette stabilité du pays, de cette normalité revenue. Et donc, il fallait trouver un personnage de ma génération, et c'était pas évident, parce que
Voilà, il y a eu Claude à un moment donné auquel j'ai pensé, mais Claude est un survivant et je me sentais encore moins légitime à parler depuis le point de vue d'un survivant. Et comme vous dites, il y a eu cette hypothèse-là, qui est aussi une hypothèse liée à des rencontres que je fais de gens, de métis qui ont grandi en dehors enfin, qui ont grandi à l'étranger, souvent en Belgique ou en France, et qui ont un rapport parfois compliqué avec l'histoire de leur mère, souvent, de leur père un peu moins souvent, mais souvent la mère est rwandaise, et donc une histoire une histoire lointaine, une histoire parfois tue. Et cette hypothèse me concernant, c'était et si je n'avais pas grandi, vécu au Burundi, si j'avais vécu ici, quel aurait été mon rapport à cette histoire? Et c'était assez... c'était un vrai travail, pour le coup, d'imagination qui m'a plu. Et donc oui, je pense que dans un monde parallèle, j'aurais pu être Milan. Peut-être vous pourriez nous lire pas le tout début, mais le moment où intervient Milan et où finalement la guerre et le génocide font leur entrée dans la vie de Milan, qui vit donc en région parisienne, dans une banlieue à Versailles. À Versailles. Ouais. 1994. Attendez, si ça ne vous dérange pas, je vais lire un autre endroit. Bien sûr. Voilà. Non, parce que sinon, ça va être trop long pour vous. Donc toujours 1994. Le Rwanda est arrivé dans ma vie par la télévision, que nous regardions religieusement à l'heure du dîner. La première fois que le présentateur en avait parlé, je m'étais tourné instinctivement vers ma mère, tout excité, presque content qu'il soit enfin question de son pays natal au journal télévisé. Mais elle n'avait pas réagi, complètement absorbée par les images qui défilaient à l'écran. Voyant ma fébrilité, mon père m'avait lancé un regard gêné et dissuasif. À la fin de l'émission, j'avais attendu de la part de ma mère une réaction qui n'était pas venue. Cette scène se répéta quasiment chaque soir. Des mois durant, un magma d'images de mort, de violence et d'exode s'est déversé dans nos assiettes. Avant la diffusion, le présentateur prenait le soin d'avertir que certains contenus étaient susceptibles de heurter la sensibilité des téléspectateurs. Nous restions ensuite silencieux, nos regards fixant l'écran, nos fourchettes suspendues, figées comme des statues devant le spectacle de cette barbarie lointaine. Puis, le présentateur réapparaissait pour annoncer un autre reportage. Un ange passé, avant que les choses ne reprennent leur cours normal. Mon père se versait un verre de vin, ma mère poivrait énergiquement sa purée de pommes de terre. Je peinais à découper mon steak et à chasser les scènes d'horreur qui venaient de me caramboler. Chez nous, la sensibilité du téléspectateur était avalée comme une bouchée de silence. Merci beaucoup. C'est aussi de cette manière que le Rwanda a fait son entrée dans la vie de tout le monde, en France et ailleurs, par le biais de la télévision, d'images qu'on n'a pas toujours su comprendre ou appréhender à leur juste mesure. Oui, je dirais même qu'on ne pouvait pas comprendre. Pour Jacaranda, je me suis replongé dans les journaux télévisés de l'époque. Et donc, on voit bien que la façon dont on pose les enjeux de ce qui se déroule est complètement soit biaisée, soit complètement fausse. Et donc, on parle de guerre interethnique, on parle
parfois même de conflits tribaux. On parle d'une haine atavique des Rwandais. Depuis la nuit des temps, les Rwandais ont l'habitude de régler leurs différends à coups de machette. Donc en fait, on nous parle d'une sauvagerie, d'une barbarie. Et donc ce discours journalistique superposé à ces images, ça laisse, d'une certaine façon, ça dépose en nous comme une sensation que c'est une violence qui ne nous concerne pas, qui est lointaine. C'est vraiment c'est le cœur des ténèbres de Conrad. C'est loin de nous, loin de nos préoccupations. C'est là-bas. Et donc c'est ce que ressent aussi ce personnage de Milan, à ceci près qu'il a cette conscience que sa mère viendrait de cet endroit, mais tout ça reste une abstraction. Et je crois que pour un certain nombre de Français ou de gens à travers le monde, mais la France est encore plus particulier parce que comme vous le savez peut-être pas, mais la France avait été partie prenante dans cette histoire rwandaise parce qu'elle le pouvoir de l'époque soutenait ce régime qui était en train de commettre un génocide. Et donc voilà, il y avait une confusion qui était terrible et peut-être voilà, peut-être que c'est cette... Parce que vous me posiez la question... alors, je ne pense pas que par rapport... le succès, ça n'a rien à voir, mais je pense que certains lecteurs et certaines lectrices ont eu ce sentiment d'avoir assisté à une chose terrible, mais de ne pas comprendre et que parfois rentrer dans un roman au rythme des personnages, c'est peut-être un chemin qui permet d'appréhender à hauteur d'humain ce qu'a été l'événement. Est-ce que la volonté vraiment justement de raconter cette histoire à travers, même si le livre, ça ne se fait pas de façon chronologique dans le livre, mais vous remontez à la période coloniale, vous embrassez véritablement plus de 100 ans, plus d'un siècle de l'histoire. Est-ce qu'il y a la volonté, au-delà du geste romanesque, du geste esthétique, de transmettre quand même des informations, de dire des faits politiques, de transmettre, oui. Oui, je crois. Je ne voulais pas... Alors, cette partie-là qui est portée par Stella, parce qu'elle a elle a un devoir, elle participe à un concours avec l'école, donc il y a quelque chose de scolaire que j'assume. C'est scolaire, mais je pense que c'est nécessaire, ce devoir de transmission, parce que l'histoire rwandaise du XXe siècle, c'est un vaste mensonge. C'est-à-dire qu'on a plaqué sur la société rwandaise un racisme qui est né au XIXe siècle en Europe. On a créé au Rwanda des mythes, des fables qui se sont transformés en une idéologie génocidaire. On a fait des Tutsis, des étrangers à leur propre pays. On a créé une division. Donc quand je dis on a créé, c'est la colonisation d'abord allemande, mais puis après surtout belge avec la participation de l'Église catholique. Et donc, forcément, il faut aussi revenir sur cette histoire parce que l'idéologie, elle est toujours présente, malheureusement. Elle est là, elle travaille encore. Le négationnisme est là. Ce mythe du Tutsi Hamite, donc c'est ce que l'on a plaqué sur le Rwanda, l'idée que le Tutsi viendrait d'ailleurs, eh bien, c'est toujours présent dans la région des Grands Lacs. Et donc, c'était difficile pour moi d'écrire un roman
qui embrasse 30 ans de reconstruction du Rwanda, sans qu'il soit fait mention de ce mensonge dans lequel les Rwandais et les Rwandaises ont vécu pendant près d'un siècle. Vous disiez que c'était scolaire, mais du coup, ça, effectivement, ce récit de la jeune Stella a le mérite d'une grande clarté, puisque effectivement, il est linéaire et il est très, très éclairant. D'autant plus qu'il suit la vie de la famille. Et parfois, il y a des événements historiques et on finit par en faire des événements historiques et on oublie que des humains ont vécu ces événements dans leur chair. Et donc là, pour moi, c'était aussi important parce que les massacres des années 60, les pogroms contre les Tutsis, les exils ensuite dans les pays limitrophes, ce sont des... Enfin, je suis, moi, à ma petite échelle, le résultat aussi de cette histoire-là. Donc, quand je dis scolaire, c'est dans le sens où cet enfant écrit l'histoire de sa famille, elle essaye d'y mettre en parallèle les événements historiques, mais c'est l'histoire d'une famille. C'est vraiment les exils, les moments de... Il y a aussi eu des moments où les gens pensaient que la vie allait mieux. Et puis il y a les guerres, le génocide. Donc tout ça à travers le regard des personnages, pour moi, ça rend plus concret l'histoire pour un lecteur que d'essayer d'essayer de le disséminer le long du récit, ce qui pourrait laisser la chose de façon plus confuse. Et donc, il y a... Voilà, et puis c'était important aussi, je pense, que ce soit cette nouvelle génération de Stella qui a envie de raconter cette histoire, parce qu'on sent bien que les générations d'avant sont aussi sont tellement emprisonnées par le silence, parce qu'elles ont vécu les événements. Donc elles libèrent une parole qu'on oublie. Elle a aussi elle est aussi fascinée par ce passé d'avant les crimes, l'histoire du Rwanda précolonial, des rois, de la monarchie, de la cour royale. Ça la passionne parce que c'est des histoires d'enfants aussi. Il était une fois. Et donc, oui, pour moi, c'était important en tout cas que ça soit là et que ça existe. À partir du moment où donc le génocide des Tutsis se produit, commence pour Milan une série d'allers-retours vers le Rwanda. Il fait connaissance avec ce pays, il fait connaissance avec ce pan de sa famille qu'il ne connaissait pas. Et s'impose aussi très vite le personnage de Claude. Vous l'aviez dit tout à l'heure, Claude, c'est un survivant. On sent effectivement qu'il est presque un peu l'autre personnage principal du livre, peut-être le personnage principal du livre, même si c'est Milan qui raconte l'histoire. Vous avez expliqué pourquoi vous ne pouviez pas prendre la parole pour Claude. Néanmoins, c'est à travers ce personnage qu'on suit aussi et qu'on prend connaissance de la période après le génocide, la justice, la façon dont la justice se met en place, etc. Et continue aussi à travers lui la transmission d'une histoire récente du Rwanda. Que s'est-il passé? Comment en est-on arrivé au Rwanda aujourd'hui, post-ethnique, réunifié, etc. Cette incarnation, elle concerne tous les moments de l'histoire qu'égrène le livre, en fait. Oui. Alors, disons que le personnage de Claude, c'est un personnage qui
c'est pas évident d'en parler. Disons que c'est un personnage qui porte, qui est un survivant, donc il a ce traumatisme, mais il a aussi sa jeunesse qui fait qu'il arrive à avoir des projets, qu'il arrive à se dire que ça va aller mieux, mais malheureusement, le génocide est présent, sera toujours présent et le lestera toujours. Et il est dans une recherche de connaître la vérité sur la mort des siens. Cette recherche, elle sera récompensée par par le fait que le Rwanda va mettre en place ces fameuses juridictions Gacaca, et donc que des procès auront lieu. Et je pense qu'on ne peut pas comprendre non plus le Rwanda aujourd'hui si on n'a pas conscience de ce travail immense qui a été fait en termes de justice. Moi, j'ai grandi au Burundi et j'observe un peu la région, mais c'est inédit qu'après un conflit, qu'après une guerre, là, en l'occurrence après le génocide des Tutsis, que la justice arrive si vite et de façon aussi systématique. Des millions, 2 millions de procès, je crois, il y a eu en l'espace de 10 ans. Alors, voilà, ça vaut ce que ça vaut. Ça a été très dur pour les rescapés d'avoir à entendre, à écouter, à être confrontés au récit des tueurs. Mais je crois quand même que ça a permis de casser le cycle de l'impunité. Parce que c'est de ça dont il est question avec un génocide. C'est bien sûr la culture qui crée le génocide par l'idéologie, mais il y a aussi l'impunité, le moment où on a désigné un groupe humain, on en fait un bouc émissaire, et quand on commence à le tuer, s'il n'y a pas de procès, c'est dans cette logique-là un génocide n'arrive pas tout de suite. Il y a toujours des préparations, des pogroms, des mini-génocides d'une certaine façon. Et donc, jusqu'à Gacaca, il n'y avait jamais eu de procès parce qu'on avait tué des Tutsis au Rwanda. Donc, ça a mis fin à l'impunité, ça a réhabilité aussi les victimes dans leur humanité. Ça a permis aussi d'identifier les fosses communes, les corps, d'entendre aussi de la bouche de certains bourreaux quand ils étaient prêts à parler, d'entendre ce qui s'est passé. Donc il est dans cette recherche-là, Claude. Et puis après, il doit faire aussi avec ses démons intérieurs, avec la vengeance qui l'anime. Donc oui, c'est un personnage qui est complexe, qui est traversé par énormément de choses. Et donc, je ne saurais pas dire plus. Lorsque Milan va pour la première fois ou les premières fois au Rwanda, on sent c'est un adolescent parisien. Il est interloqué, il est curieux, mais il est aussi repoussé. On voit au fil des années, des décennies, qu'il finit par être aimanté, qu'il trouve toujours une raison pour retourner là-bas, parce qu'il a noué des liens, parce qu'aussi il y a quelque chose, parce qu'aussi ce pays, c'était presque, on a l'impression, la part manquante de ce personnage. On sait bien que Milan n'est pas vous, comme Gabi dans Petit Pays n'est pas vous, mais néanmoins, est-ce que vous l'avez nourri de votre propre relation au Rwanda ? Je pense, c'est-à-dire que vraiment j'ai eu ce sentiment
les premières fois où je suis allé au Rwanda que j'avais rien à faire là. Et je ne comprenais même pas ce que je faisais là. C'était un pays qui m'effrayait, que je trouvais terrifiant, habité de trop de fantômes et de trop de sang. Et le fait que cette sensation se superpose avec le silence de la famille, c'était beaucoup trop. Alors que le rapport que j'avais avec mon Bujumbura natal, il était vraiment différent. Bien sûr, on avait vécu la guerre, mais il restait une forme de vitalité, une forme je sais pas, de légèreté, même après la guerre. Là, c'était comme si... en plus, voilà, ce qui est particulier, c'est que quand on arrive quand on est allé au Rwanda très, très rapidement après le génocide, contrairement à ce qu'on peut penser, où on pensait qu'il y avait des cadavres partout, mais pas du tout. En fait, on avait l'impression que le pays était vide, qu'il n'y avait personne, qu'il n'y avait que du silence. Donc c'était vraiment terrible. Et donc j'y retournais chaque année parce que la famille était là-bas. Mon père vivait au Burundi, donc j'atterrissais, je raconte ma vie, mais bon, j'atterrissais au Rwanda. Je passais 2-3 semaines au Rwanda et puis après j'allais voir mon père à Bujumbura, donc la fameuse route Kigali, Butare, Bujumbura. Mais c'est vrai que les premières années, je voulais rapidement plutôt aller à Bujumbura, donc j'ai courté mes séjours au Rwanda. Et peu à peu, en fait, je me suis rendu compte que ce qui m'attirait au Rwanda, c'était les gens que je rencontrais. Voilà, c'est le lien, les liens et qui me permettaient de peu à peu apprivoiser le pays. Donc oui, j'ai voulu mettre de cette sensation-là, de ce ressenti-là dans le personnage de Milan, parce qu'encore aujourd'hui, il m'arrive d'être troublé par la beauté d'un paysage et puis d'avoir en même temps un très grand malaise, parce que je sais ce qui s'est passé dans ce paysage. Et donc cette cohabitation de deux sentiments peut me rendre très mal à l'aise. Mais ce sont les gens, et puis beaucoup, surtout les amis rescapés, parce que eux ont vu le pays. Ont vu le pays pendant, ont leurs souvenirs d'avant, et ils sont là, ils reconstruisent aussi le pays d'aujourd'hui. Et donc, c'est encore une fois, on leur met tellement de poids sur les épaules, mais c'est vrai que c'est parfois j'aimerais être un support pour eux, mais c'est eux qui sont un support pour moi. C'est comme si c'était eux qui m'aidaient à voir aussi la beauté du pays et la possibilité de revivre ensemble. Et donc, il m'offre des leçons tous les jours, et des leçons que je reçois nulle part ailleurs, et qui font que pour moi, le Rwanda est un lieu unique, parce que ce ne sont pas il n'y a pas des grands discours, des discours sur le vivre ensemble, voilà, la réconciliation. En fait, il y a la réalité. Le voisin, c'est le tueur. C'est tout. Et pourtant, on est là. Et on vit. Donc, ça, c'est pas un grand discours, c'est une réalité. Et ça, voilà, c'est vertigineux comme ressenti, et comme ce que ça nous fait, ce que ça fait à notre logique. Et c'est ça qui me donne l'envie de comprendre et de cheminer et d'être
d'être dans ce pays. Un de vos personnages dit: l'indicible, ce n'est pas la violence du génocide, c'est la force des survivants à poursuivre leur existence malgré tout. Oui, parce que souvent, c'est la violence. Je pense qu'on se rassure en se disant non, la violence, c'est indicible, parce que comment on peut atteindre ces niveaux-là de violence? Mais quand on regarde l'histoire de l'humanité, s'il y a un endroit où l'homme, l'humain, a été le plus créatif, c'est dans la violence. Et c'est terrible. Et donc, bien sûr que c'est choquant, qu'on aimerait dire que c'est lointain, mais voilà, on le sait aussi que avec la banalité du mal, qu'est-ce qu'on aurait fait? On est peut-être des monstres aussi. Et donc, ça, c'est comme si peut-être intellectuellement, j'arrive à me le représenter, cette violence. J'ai pas vraiment j'ai pas vraiment de naïveté sur le fait que les hommes sont vraiment des... voilà, dans un texte, je dis des loups pour les hommes. Non, l'homme est un homme pour l'homme. Parce que les loups ne sont que des chiots, comme je dis dans le texte. Mais donc ça, c'est comme si j'arrivais à me le représenter. Par contre, je n'arrive pas à comprendre. Autant je me dis que, voilà, que mis dans une position de peur, de tension qui pourrait me pousser au pire en tant qu'être humain, autant le juste qui refuse au prix de sa vie de tuer son voisin, et surtout les survivants qui ont cette force tous les jours de se lever, de vivre aux côtés de leur bourreau, ça c'est une force que j'ai l'impression qui me dépasse, que j'ai l'impression que je ne pourrais absolument pas avoir. Donc c'est ça que je ne m'explique pas, et ça me plaît de ne pas me l'expliquer, parce que ça me permet aussi de croire dans ce mystère de la beauté de l'âme humaine, et je crois qu'elle est en ça, c'est beaucoup plus puissant que le mal. À travers le personnage de Stella, vous interrogez aussi la transmission du traumatisme, si je puis dire. Comment les générations qui n'ont pas vécu, les enfants qui n'étaient pas nés au moment du génocide, sont malgré tout porteurs de cette tragédie-là. C'est une autre, enfin voilà, c'est aussi ça, le Rwanda reconstruit, plein de vivacité dont vous parlez dans le livre. Il y a aussi toute cette vitalité dans le roman, mais il y a aussi ce traumatisme qui hante les générations bien postérieures au génocide. Vous le voyez au Rwanda? Ah oui, ça se voit dès qu'on arrive au Rwanda. C'est un pays jeune, c'est un pays tourné vers l'avenir. On sent, il y a une croyance en l'avenir qui est... Les jeunes gens se disent qu'ils vont vivre mieux que leurs parents, ce qui change beaucoup d'ici. Voilà, donc il y a quelque chose qui porte quand on est là. Et c'est vrai moi j'étais vacancier pendant de longues années, donc peu à peu j'ai fini par croire que c'était ça, le Rwanda. Et voilà, la résilience, le phénix qui renaît de ses cendres, etc. Jusqu'à ce que j'assiste à une commémoration et que je me rende compte que le trauma, il est pas porté uniquement par les rescapés, mais aussi par leurs enfants nés après. Et ça a été pour moi une découverte qui, après analyse,
j'ai fini par ne m'a pas trop étonné parce que on a aussi dans la culture rwandaise voilà, parfois une manière d'être qui est encouragée de garder ses sentiments à l'intérieur, voilà, une forme de stoïcisme qui est positive même, ne pas s'énerver, ne jamais s'énerver. Voilà, et donc ça aussi, je peux comprendre que ça, plus le trauma, donc les gens gardent en eux tellement, mais j'étais loin de me douter que c'était voilà, que c'était à ce niveau-là. Et encore une fois, le Rwanda, c'est un pays qui ne se laisse pas découvrir comme ça si facilement. On peut penser qu'en 2 semaines, on a à peu près compris, on a lu 2-3 bouquins, et en fait, c'est très... c'est mystérieux, et puis c'est très... Ça met du temps, il faut... mystérieux dans le sens où, encore une fois, je reviens au lien. Les gens, il y a plusieurs couches avant de rentrer dans l'intimité, de la discussion, et donc, de vivre au Rwanda, ça m'a permis aussi de pousser de plus en plus loin des discussions avec ces jeunes gens, avec cette jeune génération qui porte cette vitalité. Ça, on ne peut pas leur enlever, mais qui est lestée par un poids très grand de ce trauma, de cette mémoire, qui, je pense, je ne voudrais pas faire de généralité, mais c'est quand même souvent ce que j'ai entendu, qui a aussi... le poids de la dimension extraordinaire que sont les générations d'avant, qui, parce qu'elles ont, voilà, elles ont traversé une histoire terrible. Il y a des gens qui se sont battus, comme le Front patriotique rwandais, des jeunes gens qui avaient 20 ans, qui se sont engagés pour libérer un pays, pour arrêter un génocide à un âge où voilà, c'était pas des militaires de métier, c'était vraiment des jeunes étudiants. Et donc, on a des figures de héros dans la société rwandaise. On a vraiment des vrais héros. Et donc, c'est pas évident aussi pour une jeune génération parce qu'elle est renvoyée à ces figures héroïques, et elle vit dans une société qui s'est normalisée, où il n'y a pas besoin d'être un héros. Voilà. Et donc, c'est ça aussi, c'est comment trouver sa place, comment trouver le lieu où s'exprimer. Et elle reçoit aussi beaucoup et j'aimerais pas en faire partie d'ailleurs, mais elle reçoit aussi beaucoup de conseils, de leçons, et elle a pas encore sa voix au chapitre. On ne l'écoute pas. Voilà. Souvent on dit, alors qu'est-ce qu'il faut dire aux jeunes? Et moi j'ai envie de dire, mais qu'est-ce que nous disent les jeunes? Vous voulez lire un petit passage? Je ne sais pas si vous voulez lire le début ou... Avec Stella, oui. Alors, attendez. Ça va être un peu plus long que tout à l'heure, ça va? Ouais. Ce soir-là, un samedi, j'étais arrivé assez tard. Le bar était bondé. Claude était là et Stella aussi, accompagnée de son amie d'enfance, Stacy. Elles suivaient toutes les deux un programme destiné à préparer de jeunes bacheliers aux grandes universités américaines de la Ivy League. Sartre papillonnait de client en client
et inciter les serveurs à débarrasser des tables les bouteilles à peine terminées afin de pousser à la consommation. « Comment va mon tonton préféré ?» m'a demandé Stella. Je préférais quand tu m'appelais grand frère. J'ai l'impression d'être un vieux quand tu m'appelles tonton. 33 ans, ce n'est plus la grande fraîcheur. Hein. Tu es cruel, a dit Stacy. Moi, je te trouve encore potable. Vous avez décidé de me gâcher la soirée ? Claude a appelé la serveuse pendant que Sartre s'installait entre Stella et Stacy. Comment va l'avenir de ce pays ? Oh là là, si c'est nous le futur, faut commencer à s'inquiéter pour la suite, s'est exclamée Stella. Alors, la prépa, j'ai demandé. C'est vraiment intense, de longues journées, et rien que cette semaine, on a dormi en moyenne 4 heures par nuit. Donc, le week-end, au lieu d'aller te reposer, tu sors picoler du waragi, a observé Claude, amusé. Ça, c'est parce que le week-end prochain, les commémorations démarrent et on ne pourra plus faire la fête pendant des semaines. En tout cas, vos parents doivent être fiers de vos réussites, les filles, a lancé Sartre. Ma mère a investi, donc elle attend mes bonnes notes comme un actionnaire ses dividendes. Après tout, si les diplômes et la toge la rendent heureuse, tant mieux. Stacy a acquiescé avant d'ajouter « Nos parents sont mentalement dans le maquis. Faire des études dans leur esprit, c'est comme poursuivre l'effort de guerre. C'est sacrificiel. » Exactement, a renchéri Stella. C'est être en mission pour la nation. D'ailleurs, il suffit qu'on se plaigne un peu pour qu'ils te répondent qu'eux étaient dans la brousse à notre âge, qu'ils ont connu les privations et que nous n'avons pas conscience de notre chance. Ça les regarde. Moi, si je décroche mon entrée dans une fac américaine, je serai contente d'aller voir ailleurs si j'y suis. Vous ne trouvez pas que l'ambiance est pesante, franchement ? On a 3 mois de commémoration par an, c'est normal ça ? 1 ou 2 jours encore, je comprendrais, mais 3 mois. Mais si on ne fait pas ça, les gens risquent d'oublier un peu. Les gens risquent d'oublier, non ? A dit Stella à son ami. On pourrait en faire un peu moins et se tourner un peu plus vers l'avenir. Tu exagères. C'est ce que ce pays ne cesse de faire, est intervenu Claude. La vision 2020, les investissements, la politique de réconciliation, tout ça, c'est pour l'avenir. En fait, personne ne se soucie vraiment des rescapés. Au contraire, a tempêté Stacy. Les autorités aident les rescapés, organisent des commémorations et ne font que nous rappeler 1994. On oublie la jeunesse. Moi, j'aimerais vivre léger de temps en temps, arrêter de me dire que je suis destiné à n'être que la cheville ouvrière du miracle économique rwandais. Elle est énervée, la petite, a commenté Sartre en riant. Bon, on peut parler d'autre chose, a coupé Stella. J'étais venu pour chiller, pas pour me lancer dans ces éternels débats. Bien d'accord, a dit Sartre, en claquant dans ses mains. Vous prenez quoi ? La prochaine tournée est pour moi. Les clients affluaient et la salle devenait étouffante. J'ai aperçu Amanda, une Burundaise aux dreadlocks torsadés et à la plastique sculpturale avec qui j'avais eu une aventure. Elle m'a snobé. Quant à Stella et Stacy, elles étaient sur leur téléphone à envoyer des messages WhatsApp à leur groupe de potes pour qu'ils nous rejoignent. Claude s'était installé à une table au fond du bar avec un grand type portant une casquette noire NYC, dont le visage me rappelait vaguement quelqu'un, ou alors c'est parce qu'il ressemblait à ce joueur de basket américain Kobe Bryant. Sartre a lancé les tubes du moment, l'afropop nigériane, qui faisait désormais danser la jeunesse africaine et bientôt le monde entier, avait supplanté le dombolo congolais de 1998 et le rap tanzanien de 2010. Plus tard, les potes de Stella et Stacy nous ont rejoints sur la piste de danse. Tous des filles et des fils de bonne famille, trilingues, diplômés des mêmes écoles, enfants modèles d'une société qui se voulait post-ethnique. Ils représentaient la toute petite minorité de Rwandais qui partiraient un jour étudier à l'étranger, exportant les valeurs du pays, devenant ambassadeurs d'une histoire complexe que peu d'entre eux maîtrisaient. Dans les cocktails ou les dîners en ville, devant des interlocuteurs ignorants, ils devraient expliquer les raisons du génocide, la différence entre Hutu et Tutsi, les conflits dans le sud et le nord Kivu. Ils ne pourraient jamais être impunément eux-mêmes. Le pays serait toujours là pour se rappeler à eux comme un chaperon assidu. Ils en seraient les garants et les protecteurs, porte-parole assignés. La bataille serait rude et rien n'était gagné. Ils le savaient, c'était l'éducation qu'ils avaient reçue. Tout ce dont ils bénéficiaient aujourd'hui était le fruit de sacrifices et de sang versé. La nation le leur répétait chaque jour. Alors, une autre nuit de fête et d'alcool leur permettrait d'oublier quelques instants cette charge, tout comme la génération d'avant buvait pour oublier les années d'exil, les humiliations, l'odeur de la mort et des charniers. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Gaël Faye. Peut-être que
Il est l'heure de vous donner la parole si vous souhaitez intervenir, poser une question. D'abord, félicitations Gaëlle, franchement, pour ce magnifique roman. Tu parlais tout à l'heure des gachachas et de ce que tu as indiqué sur la justice au Rwanda. Est-ce que tu penses que le succès de ce roman va permettre aussi une meilleure, j'allais dire en France, couverture médiatique des procès que tu connais bien et qui sont en cours, puisque nous avons en octobre, je le dis dans la salle, plusieurs procès qui vont avoir lieu et en cour d'assises et devant le tribunal correctionnel pour négationnisme. Est-ce qu'enfin, grâce à ton livre, penses-tu que on aura une couverture médiatique un peu plus importante sur ce volet-là? Alors, une autre question. Bonsoir, merci beaucoup pour votre roman et pour cette présentation. Moi, j'ai une question parce que dans votre dernière lecture, vous avez évoqué le personnage de Sartre et je trouvais que c'était un des enseignements intéressants de votre livre, c'est la difficulté des rescapés à continuer à vivre avec des tueurs alors qu'ils ont en eux une relation de défiance. Et je crois que le désaccord qui intervient dans le roman entre Sartre et Claude est lié à un mensonge sur le passé qui a été celui de Sartre. Merci. Alors, pour la couverture médiatique, je ne sais pas, comme je dis souvent, aucune chanson ne transforme le monde. Je ne suis pas sûr qu'un livre transforme forcément. Après, je pense effectivement que, je ne sais pas dans quelle proportion, mais oui, peut-être que des journalistes vont être plus attentifs à ces procès qui se déroulent à Paris, déjà depuis 2014, hein, où l'on poursuit des génocidaires rwandais qui sont installés en France. Et donc, c'est vrai qu'à chaque fois, la couverture médiatique n'est pas aussi grande qu'on l'espère. Mais je ne saurais pas dire, vraiment, je ne peux pas répondre à ça. Tout comme au moment de la sortie de Petit Pays, je pensais que le succès de Petit Pays allait mettre une lumière sur la situation à ce moment-là au Burundi, et ça n'a pas été le cas. Donc voilà, je pense que malheureusement, parfois, c'est décorrélé. Tout ce que je sais, c'est que c'est qu'un roman peut déposer quelque chose en soi, comme je disais, ces images d'actualité à l'époque. Et donc, j'ai souvent des témoignages voilà, de jeunes Français, Françaises qui me disent je ne connaissais pas du tout cette histoire, et c'est grâce à Petit Pays que j'ai appris qu'il y avait eu un génocide au Rwanda. Voilà, donc pour moi c'est déjà beaucoup. Après, le système médiatique, je ne sais pas comment il fonctionne. Peut-être que je peux vous laisser répondre. Si je ne sais pas non plus. Voilà. Et puis oui, la question de la défiance, oui, c'est vrai que la déflagration du génocide dans la vie des Rwandais prend toute la place. Là, j'aurais pu continuer la lecture de ce passage que je faisais. Il est aussi question d'une histoire d'amour entre Stella et un jeune garçon qui est un enfant dont le grand-père a été génocidaire, et donc elle l'aime, mais pour cette raison, elle sait déjà que ça ne sera jamais sérieux, parce que dès qu'on rentre dans les questions intimes, on est dans un pays qui se veut post-ethnique, et c'est vrai que les gens cohabitent ensemble, qu'il n'y a pas de... je veux dire, au quotidien, on ne peut pas ressentir cette haine, mais la vérité des cœurs, elle s'exprime, voilà, dans l'amour, dans l'amitié. Et c'est vrai que dès qu'on rentre dans cette dimension-là des relations humaines, on se rend compte que la défiance, elle est partout. Et ça, c'est assez terrible. C'est assez terrible. Je veux dire,
Là, c'est comme si en fait, ce qui est fou, j'ai un ami qui m'a dit, t'as pas le droit d'écrire Jacaranda parce que tu brises un pacte. Il y a des choses qu'on sait de nous, t'as pas le droit d'en parler comme ça, mais c'est vrai. Je veux dire, en tant que Rwandais, si on rencontre quelqu'un et qu'il y a un flou sur son passé, on pourra avoir une relation, on va dire, sociale, correcte, mais on restera toujours dans la méfiance. Et c'est terrible de se dire ça, mais parce que le passé est beaucoup trop lourd pour prendre à la légère les relations amicales profondes. Ouais. Bonjour. Vous avez des enfants. Je ne sais pas s'ils ont l'âge de parler de tout ça, mais vu que vous faites quand même... il y a un gros sujet autour de comment on en parle aux enfants, comment la jeunesse vit toutes ces affaires-là. Quel est votre rapport, vous, avec vos enfants? Comment est-ce que vous pensez leur en parler? Ou comment vous leur en parlez s'ils ont l'âge déjà? Oui, alors elles ont l'âge parce qu'elles sont dans l'adolescence maintenant, 11 ans et 14, donc on en parle. Bon, elles sont dans une famille particulière parce que donc leurs grands-parents, enfin, les parents de ma femme sont aussi des militants de la justice, donc Alain et Dafrosa Gauthier, qui sont souvent venus ici au mémorial de la Shoah, qui ont créé donc le collectif des parties civiles pour le Rwanda. Donc, elles ont quand même grandi dans un environnement où le génocide enfin, les discussions autour du génocide sont là au quotidien. Elles entendent les grands-parents parler des dossiers, parler de l'histoire. Elles vivent au Rwanda. Nous, on en parle facilement. C'est vrai que la première fois que notre aînée nous a posé la question de est-ce qu'elle est Hutu ou Tutsi, ça a été un choc parce que moi, je me faisais un point d'honneur de ne jamais le révéler. Je me disais, j'étais dans cette utopie-là, de me dire, j'en parlerai pas. Et puis, il y a ces 3 mois de commémoration dont je parle au Rwanda, où d'un coup, dans tout le pays, viennent ces affiches génocide des Tutsis. Et donc, ce mot s'invite dans l'espace public alors qu'il n'est alors que les ethnies n'apparaissent plus dans le discours public. Et donc, en rentrant de l'école, elle nous a posé la question. Et donc, c'est sûr qu'à ce moment-là, on est obligé de trouver des mots. Et c'est voilà, c'est aussi cette... c'est en ça que c'est compliqué. On est dans une situation, on aimerait dire, nous sommes tous Rwandais, plus de Hutus, plus de Tutsis, mais on est quand même obligé de rappeler cette histoire et de nommer les choses, parce que, vous voyez, quand vous entendez génocide rwandais, en fait, le génocide rwandais, c'est un terme utilisé par les négationnistes pour noyer les responsabilités, pour dire, en gros, on a tué des Tutsis, on a tué des Hutus, tout le monde a été tué, donc c'est global. Et en fait, c'est bien sûr... pendant le génocide des Tutsis, des Hutus ont aussi été tués, mais ils ont été tués pour ce qu'ils faisaient. C'était des opposants politiques, mais les Tutsis, eux, ont été tués pour ce qu'ils étaient. C'est ce qui fait la définition d'un génocide. Et donc, je me souviens, dans les premières années au Rwanda, on disait génocide rwandais. Si vous regardez des documentaires dans les premières années, même des discours publics, on disait génocide rwandais, même au Rwanda. Et on s'est rendu compte que les négationnistes utilisaient ce terme pour se dédouaner. Et donc cette précision, elle est importante. En fait, c'est une violence pour les Rwandais quand vous dites génocide rwandais. Voilà, je le dis vraiment de façon informative, mais parfois j'ai des amis très proches que j'entends dire génocide rwandais, voilà. Et pour moi, c'est important
de dire les termes, juste parce que c'est rajouter de la violence à la violence pour les rescapés. C'est terrible d'entendre ça. Et donc oui, pour les enfants, moi, ce que je constate, c'est que, et encore une fois, c'est là que nous autres, les êtres humains, on est complexes, c'est que parce qu'il y avait du silence autour de moi, j'étais en recherche de cette histoire. Et mes filles, parce que nous en parlons de façon trop facile, elles-mêmes se mettent une distance. Par exemple, ma fille de 14 ans, qui est une très grande lectrice, elle ne lit pas Jacaranda, elle ne va pas le lire. Et je respecte ça. Je respecte parce que je sais que pour elle, le lire, c'est se dire aussi que voilà, c'est une fiction, mais c'est une fiction qui est très proche avec ce qu'ont traversé ses parents, ses grands-parents, et ça peut être violent aussi, d'une certaine façon. Donc voilà, en fait, chaque génération a sa réalité par rapport à la transmission de la mémoire. Bonjour. Déjà, merci pour votre travail qui est essentiel. Et on parle beaucoup du Rwanda, mais aussi du Burundi. Et je reviens tout juste de Bujumbura, où j'ai vu qu'il y avait encore beaucoup de tabous à propos de ces histoires qui résonnent entre ces deux petits pays. Et je me demande, vous, quelle est votre vision? Enfin, c'est vraiment une question large, ouverte, sur comment vous percevez les enjeux des liens entre ces deux pays voisins aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup. Alors, sur un plan politique, c'est difficile pour moi d'en parler parce que enfin, je suis pas suffisamment spécialiste. Et tout ce que je peux dire, c'est que c'est un grand gâchis. Je vois le Burundi de mon enfance qui malheureusement la situation, elle est terrible. Enfin, si vous en revenez, vous avez vu les gens, la vie des gens est très difficile. Il n'y a pas de carburant, il y a des problèmes d'approvisionnement à peu près dans tout. Voilà, si on compare le Burundi et le Rwanda, enfin, ça n'a rien à voir. Enfin, c'est comme si il y a un pays qui avait une perspective, et puis un autre pays qui est en train de s'enfoncer dans une situation dont on ne voit pas la fin, on ne voit pas l'issue. Après, voilà, il y a des ouvertures de frontières, des problèmes diplomatiques, etc. Et je ne pourrais pas commenter l'actualité, je ne suis pas suffisamment. Mais moi, tout ce que je sais, c'est que en tant que citoyen de la région, c'est un crève-cœur, tout comme c'est un crève-cœur de ne pas pouvoir circuler facilement au Congo, de ne pas pouvoir aller au Burundi, qu'il y ait des tensions dans cette région qui quand même remontent. Là, on remonte très loin, en fait. Ça vient de très loin, toutes ces tensions-là. Et en tant qu'artiste, parce que là, récemment, nous avons monté une pièce de théâtre en Kinyarwanda, et on avait ce projet de tourner la pièce de théâtre partout dans toute la région, et il y a des frontières fermées, et un jour on peut y aller, un jour on ne peut pas y aller, et un jour, en tant que Rwandais, on est stigmatisé. Enfin, c'est vraiment c'est un gâchis, c'est tout ce que je peux dire, c'est un gâchis, mais je vais vous épargner mes analyses politiques. Bonjour. Moi, c'était plus une question sur le processus d'écriture du roman. Dans une interview que vous donniez à Brut, vous indiquiez faire attention avec la poétique du texte pour ne pas qu'elle paraisse trop importante compte tenu de la difficulté du sujet. Et j'ai trouvé que c'était un bel écho avec l'écriture de l'hommage à la grand-mère Rosalie. Et donc, comment ça se gère dans l'écriture? Faire en sorte de ne pas trop bien écrire pour ne pas que ça paraisse inopportun, parce qu'en fait, même en tant que lecteur, des fois, on a un peu ce plaisir mal placé de se dire qu'un passage est bien écrit, tout en se disant, mais mince, il y a quand même des gens qui ont vécu ça, quoi. Et ça reste horrible à la base.
Merci beaucoup. Merci. Mais non, c'est une vraie. C'est une question que j'avais en tête tous les jours. Tous les jours. Comment être sobre? Voilà, c'est la sobriété. Comment oublier que j'écris? Je voulais restituer une histoire dans un travail d'épure, parce qu'elle est tellement déjà, elle est d'une densité déjà extrême, cette histoire, que j'aurais eu l'impression de trop gonfler l'acte d'écrire si en plus je faisais le travail que je fais par exemple en musique, où je travaille beaucoup le rythme, je vais travailler des assonances, des choses, parce que ces musicales-là, c'est plutôt une envie d'épure, de sobriété, et qui pour moi en plus correspond assez bien à ce que je ressens du rythme de la vie au Rwanda, de la façon dont les gens s'expriment, sauf pendant les mariages où les gens parlent beaucoup. Mais sinon, je veux dire, sinon, je trouve que les gens disent des choses très profondes avec un minimum de mots. Et puis c'est aussi la raison pour laquelle parler du génocide, je voulais le faire à travers des témoignages, parce que c'est comme ça que m'est arrivée l'histoire du génocide. La première fois, c'est pas par la télé, parce que la télé c'était des images, mais c'était pas un discours. Mais la première fois que j'ai été en présence d'une histoire concernant le génocide, c'était pendant les commémorations du 7 avril. À l'époque, elles avaient lieu à la mairie du 3e arrondissement à Paris. Et je me souviens d'arriver dans cette salle, je devais avoir 16 ans, 15-16 ans, je ne sais plus, et de voir ces personnes s'asseoir et raconter, témoigner, raconter le génocide avec une façon assez particulière. C'était de parler de l'avant, du pendant et de l'après, cette forme-là. Voilà, c'était nouveau pour moi. Et ensuite, j'ai entendu tellement de témoignages. Et il y a aussi, je trouve, toujours une économie de mots. Ce n'est pas des écrivains qui sont en train de parler et qui veulent faire des belles phrases pour enjoliver le réel. C'est des gens qui restituent une expérience telle qu'elle a été, avec une économie de mots. Donc c'est ce que j'avais en tête quand j'écrivais. Je ne sais pas si j'y suis arrivé, mais en tout cas, c'est vers ça que je tendais. Bonjour, vous m'entendez? Oui. J'avais une question par rapport à votre rapport au Kinyarwanda. Vous habitez au Rwanda maintenant, vous avez habité au Burundi. Le Kirundi a eu une présence à un moment dans votre chanson Petit Pays. Est-ce que dans l'écriture, le Kinyarwanda a sa place? Est-ce que c'est une langue que vous avez maîtrisée aujourd'hui, dans laquelle vous pensez pouvoir écrire un jour? Je ne sais pas. Ouais. Voilà. Ben merci. Le Kinyarwanda, c'est une blessure pour moi. Voilà, je vais être clair avec vous. Je pense que je pense que ma mère n'a pas voulu nous apprendre le Kinyarwanda parce qu'elle a souhaité nous protéger de son histoire. Et c'est aussi quelque chose que j'ai remarqué quand même pas mal dans ma famille, où on n'apprend pas le Kinyarwanda. Pendant ces années d'exil, on n'a pas appris le Kinyarwanda, souvent aux enfants métis d'ailleurs, mais parfois même à des enfants qui n'étaient pas métis. Et je me souviens que j'avais demandé à une de mes tantes en Angleterre, qui est pourtant avec un Burundais, elle est rwandaise, donc pourquoi tu n'apprends pas le Kinyarwanda à tes enfants, parce que vous vivez en Angleterre et vous ne maîtrisez pas suffisamment bien l'anglais pour, dans quelques années, pouvoir avoir des discussions intellectuelles avec eux.
Et elle m'avait dit l'anglais est plus important que le Kinyarwanda. Et donc c'est aussi la question du métissage dont je parle, la hiérarchie qu'on fait dans les cultures à l'intérieur des couples mixtes ou des histoires. Donc je pense que mon père ne s'est même pas posé la question. Si on ne leur apprend pas le Kinyarwanda, ce n'est pas grave. Ma mère nous protégeait de son histoire en pensant que si on n'entendait pas certains mots en Kinyarwanda, en fait, on ne comprendrait pas peut-être. Ça, encore une fois, c'est des... J'essaye d'analyser, je ne sais pas, parce que c'est des discussions aussi que nous n'avons jamais eues et que j'aimerais bien sûr avoir. Et donc, j'ai fait l'effort d'apprendre le Kinyarwanda tellement de fois. Tellement de fois. Il faut savoir qu'il y a quelque chose de particulier, c'est que les Rwandais ne sont pas du tout encourageants à apprendre le Kinyarwanda. Ils sont très cruels. Voilà. Donc, ils peuvent vous exploser de rire face à vous quand vous essayez de parler. Donc, disons que il faut savoir, voilà, il faut savoir avoir du recul sur la question. Et je pense que parfois, je me sens plus à l'aise de dire que je ne parle pas du tout pour éviter le côté singe savant. Ah, tu parles, vas-y, dis des mots, dis des mots. Voilà. Et donc, je préfère dire je ne parle pas, et comme ça, parce que c'est vrai que ça aurait dû être ma langue maternelle. Voilà. Et donc, c'est une blessure. C'est pas qu'on se moque de moi sur une autre langue parce que j'aurais un mauvais accent en anglais, en espagnol. C'est pas la même chose. Pour moi, c'est... je sais pas, ça touche à quelque chose d'intime de pas avoir de pas maîtriser la langue de ma mère et surtout de pas pouvoir écrire dans la langue de ma mère et de pas pouvoir lire dans la langue de ma mère. Donc ça, c'est, je pense que ça restera une blessure et je compense avec le français. Donc j'écris en français dans une autre langue qui est le Kinyarwanda. Merci Gaëlle.